L'expédition vers le Kamar d'Aban. Depuis un podcast de la chaîne Nexpo. Août 1993. L'eau de la rivière est glaciale. La neige fondue s'écoule depuis les hauteurs du massif du Kamar d'Aban qui se dresse juste devant vous. Vous êtes sur un kayak et vous fendez l'eau. Vous respirez l'air pur des montagnes sibériennes et contemplez les paysages sauvages. C'est une échappatoire attendue depuis longtemps. Ici, les seuls signes de civilisation sont quelques lignes électriques qui traversent les sommets et qui sont très faciles à ignorer. Puis, sans prévenir, quelque chose attire votre regard. Sur la rive opposée, une silhouette se détache entre les arbres. Une femme, une adolescente. Elle agite frénétiquement les bras, elle crie, elle vous supplie de vous arrêter. De cette distance, vous distinguez mal les détails, mais on dirait bien que sa veste est tachée de sang. Vous n'hésitez pas une seconde. Vous plongez dans l'eau glacée et nagez jusqu'à la berge. Lorsque vous atteignez la jeune fille, elle s'effondre dans vos bras. Elle est délirante, inconsolable. Ses paroles se perdent dans des sanglots incohérents. Elle dit qu'elle a peur, qu'elle est toute seule. Vous vous demandez ce qu'une adolescente fait seule au beau milieu de la nature sauvage. Mais ce qu'elle dit ensuite glace votre sang plus sûrement que la rivière elle-même. Ils sont tous morts. Une semaine plus tôt, le 2 août 1993, deux groupes de randonneurs venus du Kazakhstan entament l'ascension d'un sentier abrupt loin de toute civilisation. Direction le sud de la Sibérie, le massif sauvage du Kamar d'Aban. Il s'agit d'une expédition scolaire encadrée, des adolescents et quelques jeunes adultes, deux groupes et deux itinéraires. Le premier est dirigé par Konstantin Kazantsev, le second par Lyudmila Korovina. Lyudmila est une randonneuse expérimentée, elle connaît ces montagnes puisqu'elle les a déjà traversées. Et elle n'est pas seule. Parmi les élèves de l'autre groupe se trouve sa fille de 16 ans. Le plan est simple. Le groupe de Lyudmila empruntera une route en altitude traversant les crêtes avant de redescendre vers la civilisation. Le groupe de Constantine suivra une route plus basse, longeant une vallée et une rivière. Les deux itinéraires sont censés se rejoindre quelques jours plus tard, au même point de rendez-vous, un petit lac isolé. 40 km, 2 tentes et plusieurs jours en autonomie. Les chemins russes de haute montagne sont classés par difficulté de 1 à 6. La route de Lyudmila est classée niveau 3, difficile mais faisable. Pas besoin de matériel technique. Celui de Constantine est un niveau 4, plus raide, plus technique. Mais malgré tout, les deux itinéraires sont considérés comme sûrs. Avant le départ, Lyudmila prend ses précautions. Elle contacte des stations de météo locales. La réponse est rassurante. Du vent, peut-être un peu de pluie, mais rien d'alarmant. Sauf un détail. Au moment de quitter la ville la plus proche, un habitant les met en garde. Les animaux de la région se comportent étrangement, de façon agressive. En fait, de façon inexplicablement agressive. Personne ne sait véritablement pourquoi, mais quelque chose dans ces montagnes semble rendre la faune folle. Dernièrement, des ours auraient même été vus se jetant devant des trains. L'avertissement est noté, et bien sûr oublié. Les deux groupes arrivent à la bifurcation du sentier. Lyudmila compte rapidement ses élèves. Ils sont 6. Sacha, Denis, Timur, Victoria, Tatiana et Valentina. Tout le monde est là. Les deux groupes se disent au revoir, pour l'instant. Le groupe de la vallée prend la route basse. Le groupe du sommet s'engage vers les hauteurs, et la montée commence. Au début, tout se passe bien. Le temps est doux, l'air est chaud et le ciel est dégagé. Lyudmila est soulagée, elle sait que certains de ses élèves manquent d'expérience. Elle impose une règle stricte, 4 repas par jour, collation incluse. Certains la voient comme une chef dure, presque militaire, mais dans son esprit, une chose passe avant tout, la sécurité. Le groupe avance vite, ils atteignent la première crête plus tôt que prévu. Même les moins expérimentés tiennent le rythme, Tatiana, 24 ans, et Victoria, 16 ans. Pour ces deux jeunes filles, c'est une première randonnée de niveau 3, un cap important. Le moral est bon, la fatigue aussi.
Mais la montagne n'en a pas fini avec eux. Le 4 août, 2 jours après leur départ, ils atteignent une zone alpine au-dessus de la limite des arbres. Et à cet instant-là, tout change. Le vent se lève brutalement, la pluie s'abat sans relâche, la température chute, la visibilité devient presque nulle. Chaque pas demande un effort énorme. Ludmila serre sa carte contre elle. Se perdre ici équivaudrait à une condamnation. Ils n'atteindront pas la crête avant la nuit. Alors elle prend une décision. Ils montent le camp, ici et maintenant. L'endroit est plat, mais complètement exposé. Pas idéal, mais plus sûr que de continuer à l'aveugle. Elle envoie ses élèves chercher de quoi se nourrir avant la nuit. Ils trouvent de la racine dorée, riche en nutriments. Ils en ramassent autant que possible. 2 tentes, une pour les garçons, une pour les filles. Puis, la nuit tombe. La pluie se transforme en neige. Ludmila ne le montre pas, mais elle est inquiète. Ils ne sont pas censés dormir ici, et depuis plusieurs jours, elle doute de plus en plus de l'exactitude de sa carte. Quelque part non loin d'ici, au sommet appelé le pic de Titran, il devrait y avoir une structure en bois, un abri, du bois pour faire le feu. Mais elle ne sait pas à quelle distance. Tenter de l'atteindre maintenant serait un pari très dangereux. Alors, Ludmila décide d'attendre. Pour l'instant, les élèves grelottent, mais ils tiennent bon. Ludmila affiche une confiance de façade, parce qu'ils ont besoin d'y croire. Pendant ce temps, loin au-dessous des nuages, le groupe de la vallée passe une nuit parfaitement calme. Pas de vent, pas de neige et pas de tempête. Ils dorment confortablement. Le 5 août, ils atteignent le point de rendez-vous, le petit lac isolé, comme prévu, mais il manque quelqu'un. Aucune trace du groupe du sommet. Constantine demande à ses élèves de poser leurs sacs, ils attendront. Parmi eux se trouve Natalia Korovina, 16 ans, la fille de Ludmila. Elle n'est pas inquiète, elle connaît sa mère. Ludmila est prudente, et si le temps est mauvais, elle prendra son temps. Natalia marche le long de la berge, elle lève les yeux vers les sommets. Et elle remarque quelque chose d'étrange. Les arbres là-haut sont penchés, comme si un énorme peigne les avait couchés dans la même direction. Mauvais temps en altitude, sans doute. Puis elle s'arrête net. Quelque chose la regarde, de grands yeux, immobile. Un élan. Il est proche, trop proche. Les élans évitent les humains. Toujours. Mais celui-ci ne bouge pas. Il ne recule pas. Pire encore, son attitude est presque agressive. Natalia recule lentement et se souvient alors des avertissements du village, des animaux, des ours et du comportement anormal des animaux en général. Quelque chose ne va pas. Elle retourne vers le groupe, mal à l'aise, et elle se promet d'en parler à sa mère dès qu'elle la reverrait. Un jour passe, puis un second. Toujours aucun signe du groupe du sommet. Les hypothèses commencent à se multiplier. Peut-être qu'ils ont rebroussé chemin, peut-être qu'ils sont descendus plus tôt, ou peut-être qu'ils ont complètement raté le lac. Mais plus le temps passe, plus l'angoisse grandit, surtout pour Natalia. La deuxième nuit, elle rêve, et dans son rêve, sa mère lui parle directement. Elle lui dit qu'elle ne peut pas quitter la montagne. Natalia se réveille en sursaut et ne se rendort presque pas. Le matin, elle va supplier Constantine. Il faut aller la chercher, il faut remonter là-haut. Mais Constantine refuse. Ils ont juste assez de nourriture pour leur propre trek. Faire demi-tour mettrait tout le monde en danger. Il est raisonnable, mais ferme. Natalia accepte, mais à contre-cœur. Ils atteignent finalement leur destination finale, une petite ville au bord du lac Baïkal. Et pourtant le groupe du sommet n'est pas là non plus. Ludmila avait les billets de train pour tout le monde. Natalia comprend que quelque chose s'est mal passé. Constantine fixe les sommets au loin et un doute terrible s'installe. Est-ce qu'il aurait commis une erreur irréparable? Retour en altitude. La nuit est infernale, personne ne dort. Vers 4 heures du matin, Sacha sort de la tente des garçons. Il est jeune, inexpérimenté.
Il va voir Lyudmila. Le vent est insupportable, les tentes plient et les câbles lâchent, puis ils finissent par céder. Tout le monde se retrouve dehors, dans le froid et dans la neige. Les sacs de couchage sont trempés, la neige s'infiltre partout. Et à l'aube, Lyudmila tranche. Ils descendent, immédiatement. Un petit déjeuner rapide, une simple conserve de ragoût, puis la descente commence. Ils abandonnent l'idée d'atteindre le sommet, ils veulent juste atteindre la forêt, la protection des arbres. Mais le vent continue de hurler. Et puis, vers 11 heures, Sacha tombe. On le relève. Il retombe. Il ne peut plus suivre. Lyudmila reste avec lui. Elle ordonne aux autres d'avancer. Ils forment une ligne, épaule contre épaule, comme une phalange romaine. Ils descendent lentement. La forêt semble proche. Puis ils entendent Lyudmila crier. Elle hurle à l'aide. Valentina, 17 ans, revient en courant. Elle trouve Lyudmila accroupie à côté du corps de Sacha. Il ne bouge plus. Ses yeux sont ouverts, mais ils sont vides. Sacha est mort. Valentina est sous le choc. Et alors, Lyudmila s'effondre à son tour. La panique explose, mais quelque chose cloche. Il ne crie pas de peur, il crie de douleur. Du sang coule, des oreilles, des yeux, du nez, de la mousse sur les lèvres. Certains arrachent leurs vêtements, d'autres se tordent au sol. Victoria mord la main de Valentina comme un animal, puis elle s'effondre. Tatiana court vers les rochers, et elle se fracasse la tête dessus. 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'au silence. Un par un, ils tombent. Il ne reste presque plus personne. Denis, à genoux, ensanglanté, regarde Valentina. Il rassemble ses dernières forces, et dans son esprit ne résonne qu'un seul mot. Cours. Ce mot, cours, il arrache Valentina à la paralysie. Elle se retourne et elle court, vers le bas, vers la forêt. Derrière elle, Denis tente de ramper. Il saigne, il n'a plus de force. Elle jette un regard par-dessus son épaule. Et lui est déjà immobile, face contre la neige. Valentina est seule. Le vent hurle, la neige aveugle. Elle trébuche, rampe, se relève. Et enfin, les arbres. La forêt coupe le vent, comme un mur. Elle sort son sac de couchage, s'y glisse et se replie sur elle-même. Puis, quelques instants plus tard, le noir. Le 6 août, Valentina se réveille. Silence. Plus de cris, plus de vent. Juste le bruissement des branches. Et l'eau de la neige fondue. Le soleil est là. Elle a dormi presque 24 heures, mais son corps est brisé. Les souvenirs sont intacts, aucun doute possible. Ce n'était pas un cauchemar. Elle est seule, et contre toute logique, elle remonte. Elle doit voir, elle doit comprendre. Des corps apparaissent rapidement, un groupe près des rochers et d'autres plus haut sur la pente. Elle passe de l'un à l'autre, et à chacun, elle leur ferme les yeux. Tatiana, le visage détruit. Timur, 15 ans. Victoria, à peine plus jeune qu'elle. Puis Denis, celui qui lui a sauvé la vie. Valentina couvre les corps avec une tente, prend ce qu'elle peut, de la nourriture, la carte de Lyudmila, une boussole. Mais, très vite, elle comprend. Elle est perdue. La neige efface toute trace de sentier. Repasser par le sommet serait un suicide. Alors elle choisit une autre option. Les lignes électriques. Des câbles suspendus au-dessus des arbres. Là où il y a de l'électricité, il y a des humains. Elle descend, toujours plus bas, de pylône en pylône. Et ses réserves fondent. Elle mange de la racine dorée séchée, celle qu'ils avaient récoltée ensemble. Les jours passent. 2 jours, 3 jours, 4 jours. Elle devient fiévreuse, tousse et délire parfois. Une nuit, elle trouve une cabane d'hiver ouverte. Elle s'effondre à l'intérieur. Mais le lendemain, elle repart, sans réfléchir. Elle refuse de mourir ici. À plus basse altitude, la neige disparaît.
mais toujours aucun signe de civilisation. Le doute s'installe. Aurait-elle fait le mauvais choix? Puis, une rivière. Cette rivière lui redonne de l'espoir. Beaucoup de rivières viennent du lac Baïkal. Elle suit la berge, remonte le courant et enfin, quelqu'un la voit. Le 9 août 1993, des touristes ukrainiens croisent sa route. L'un d'eux, Alexander Gvinitsky, nage jusqu'à elle. Valentina a survécu. Par la suite, Valentina se montrera incohérente, choquée et malade. Son témoignage est fragmenté, mais une opération de recherche est lancée. Le 24 août 1993, des hélicoptères survolent enfin le massif. Ils repèrent le camp, puis les corps. 19 jours d'exposition. Les tentes n'ont rien pu empêcher. Les orbites sont vides, les vers ont envahi les visages. Ils étaient à quelques centaines de mètres du pic de Titran. Et l'abri en bois existait bien. Alors, pourquoi ne pas l'avoir atteint? Autre détail troublant, une seule conserve de ragoût retrouvée. Rien d'autre. Les autopsies parlent de malnutrition, de carence en protéines. Pour le chef des secours, l'affaire est claire. Lyudmila Korovina est responsable. Il l'accuse de sous-alimenter ses élèves, de les pousser trop loin, de choisir des camps dangereux pour les endurcir. Mais Valentina s'y oppose. Elle affirme qu'il mangeait correctement, environ 2400 calories par jour. La cause officielle des décès, hypothermie. Pour Lyudmila, une crise cardiaque après la mort de Sacha. Mais quelque chose ne colle pas. Pourquoi Valentina a-t-elle survécu? Pourquoi une mort si brutale, si simultanée? Pourquoi ces symptômes, les saignements, les convulsions, l'automutilation? L'hypothermie peut expliquer beaucoup de comportements, mais pas tous. Alors viennent les théories. Le mal des montagnes, un œdème pulmonaire, des plantes toxiques, de l'eau contaminée, puis les hypothèses plus sombres. Armes chimiques, gaz neurotoxiques, essais militaires, infrasons, vibrations invisibles, dommages internes. Mais chaque théorie échoue sur la même question. Pourquoi elle? Quand on lui demande comment elle a survécu, Valentina répond simplement. Elle était en bonne condition physique, habituée au travail dur, à l'altitude. Mais ça ne suffit pas. Quelque chose manque. Et peut-être que la montagne a gardé ce secret.